fabuleuse jeunesse, comment ça va ce soir? Bienvenue pour ce 4e épisode de l'heure rouge, un épisode aujourd'hui consacré à la danse. Et autour de moi, pour fêter ça, qui j'ai avec moi? Eh ben j'ai comme à l'accoutumée, Mehdi Doudou. Bonsoir Mehdi. Bonsoir Doudou Paul. Comment ça va? Plutôt bien. Super, je suis content que tu sois là avec nous ce soir, ça me fait grand plaisir dans mon petit cœur. Après toi, on a Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Paul. Alors Marie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Je m'appelle Marie Cambois, j'ai 47 ans et je suis danseuse et chorégraphe, plutôt dans des choses assez expérimentales, minimales, improvisées. Des choses qu'on pourrait voir sur Arte? Par exemple. Ouais, ok, on en parlera un petit peu après, on verra, pourquoi pas. Merci Marie, après toi on a Siana. Eh bien bonjour. Bonjour, si tu veux tu peux rapprocher un petit peu le micro du bord de la table, je sais pas. Très bien, voilà. Il est assez loin, c'est vrai. Ça va? Oui, ça va, et toi Paul? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Siana? Alors je m'appelle Siana, de mon vrai nom, du coup c'est Anaïs Bray. Ah, on avait dit qu'on le dirait pas. Ouais, finalement je le dis, petite exclusivité comme ça, là en direct. Je suis prof de danse orientale et de danse orientale fusion et également artiste-performeur sur Nancy. Et j'ai 25 ans bientôt. Ouh, c'est quand bientôt? C'est le 2 décembre, mais ça se rapproche rapidement. C'est pas si bientôt que ça. Ah ouais, c'est vraiment bientôt. Oui. Non, ouais, le temps est une illusion. Mais tu sais ce qu'on dit, les jours passent comme les voitures, donc effectivement, le 2 décembre, c'est déjà demain. Merci Paul. C'est vrai, je suis avec toi. Merci beaucoup. Après toi, on a Violette Martin. Bonjour. Bonjour. Alors, écoute, ma punition, présente-toi un petit peu, dis-nous qui tu es. Alors, je suis Violette Martin, je danse depuis que je suis petite aussi, comme la plupart d'entre nous. Oui, je pense pas à vous, mais danseuse contemporaine du coup. Et puis j'ai aussi orienté mon activité professionnelle autour de la danse, puisque c'est mon dada. Et il s'agit de vidéos, mais je pense qu'on en parlera plus tard aussi. C'est vrai, voilà. C'est vrai, je l'ai prévu, de mon petit fil rouge, que j'ai bien noté. Très bien. Ah, écoutez, ça fait vraiment grand plaisir de vous avoir ce soir. Alors j'avoue que moi, j'y connais rien du tout en danse. Je suis complètement néophyte sur le sujet. Donc, je vais un peu vous poser les questions que peut-être... je me dis que c'est pas mal parce que ça va permettre de poser les questions que monsieur et madame tout le monde se posent, peut-être, du coup. Donc on va voir si j'y arrive bien. Et puis si j'y arrive pas, tant pis, hein. Voilà. On m'excusera plus tard. Alors, du coup, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est quelles étaient, vous, les pratiques de la danse que vous aviez? Si vous voulez retirer vos casques, vous pouvez, parce que le son est vraiment bien. Le son est au top. Donc si vous avez envie de retirer vos casques pour avoir moins chaud, parce qu'il fait quand même bien chaud dans cette superbe salle de théâtre. C'est la salle tout en haut de la FJC Lillebonne. On remercie grandement d'ailleurs la FJC Lillebonne de nous accueillir, parce que le lieu est chouette. Comme d'habitude. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le lieu très est bien. super. Très Joli. content d'être ici. Super Et chouette. c'est vrai que et en plus, il y aura une performance de danse tout à l'heure, c'est pour ça qu'on voulait avoir cette salle-là. On va pouvoir jouer avec le fond, les lumières, ça va être trop cool. C'est Doudou qui va s'occuper des lumières. Oui, j'ai reçu une formation. As-tu le PDF? Oui. Non, c'est un PowerPoint que je t'ai envoyé. Oui. Ok, c'est bien, tu as reçu. Je l'ai reçu, oui. Je suis content. Je m'engage pas à dire que je l'ai lu. Rien. Allez, on poursuit. Il l'a reçu. Et on enchaîne. Donc, les styles de danse pratiqués, comment... donc, Violette, elle disait qu'elle dansait depuis toute petite. Et effectivement, je pense que c'est un bon point de départ sur comment est née votre passion de la danse. Alors Marie, est-ce que tu veux commencer à nous raconter un petit peu d'où te vient cette passion de la danse? Oui. Alors j'ai commencé aussi enfant à prendre des cours de danse. Je pense que je dansais bien avant ça, et j'ai commencé par la danse classique. Ok. Et sincèrement, je ne me rappelle pas très bien d'où m'est venue l'envie de danser. Je peux le relier à rien d'autre que l'envie, quoi. Je sais pas. Je pense que ça a fait très plaisir à ma maman parce qu'elle avait fait beaucoup de danse classique et de danse russe quand elle était jeune, avant de m'avoir. Donc, elle en faisait son métier? Non, elle n'en a pas fait son métier, justement. Je pense que du coup, il y avait une sorte de frustration pour elle.
de pas avoir réussi dans ce métier-là. Et voilà. Donc moi j'ai commencé par la danse classique. Et puis j'ai été très très vite très passionnée, quoi. J'en faisais tout le temps. Je m'habillais toute la journée en juste au corps à la maison. Voilà. Bref. Vous avez des petits patins qui compriment les pieds. Voilà, oui, non, ça comprime pas tant les pieds que ça, enfin un peu, mais les pointes, oui, mais quand tu commences, tu ne mets pas sur le point direct. Hein. Non, il faut d'abord muscler tout le temps pour habituer à faire ça. Oui, c'est vrai, il faut renforcer les chevilles, etc. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et puis ensuite, mon histoire familiale a fait que je me suis retrouvée en internat, en famille d'accueil, etc. Donc finalement, plus réellement la possibilité de suivre des cours de danse classique comme j'avais projeté de le faire parce que je voulais devenir danseuse classique. Ouais. Et bah du coup, quelque chose de plus sauvage, on va dire, plus avec des copains, plus hip-hop, plus jazz, plus je sais pas quoi, est arrivé. Qui te correspondait plus en fond, à mon âge en tout cas, entre 11 ans et tu vois, entre 11 ans et 17 ans comme ça, donc plus un rapport un peu festif à ça, mais ça m'avait pas quitté, mais je pouvais plus prendre de cours en tout cas. Et puis j'ai eu l'énorme chance qu'en première au lycée, une prof de sport en fait à l'UNSS était elle-même passionnée de danse contemporaine. Et il y avait, à l'époque c'était des francs, hein, moi je suis un peu vieille, mais pour 100 francs par an, donc pour 15 €, je pouvais avoir 5 heures de danse contemporaine par semaine. C'était énorme. Ouais, c'est clair. Oui, c'était énorme. Et comme j'étais interne et que tout ça se passait au lycée, je pouvais avoir accès à ça. Et cette femme, qui s'appelle Bernadette Perrin. Coucou Bernadette. Bonjour Bernadette. Bisous. Elle est à Rambouillet, je ne l'ai pas vue depuis 30 ans, mais voilà, c'est pas grave. Elle existe certainement encore. En tout cas, grâce à elle, voilà, j'ai pu avoir des ateliers chorégraphiques. Elle faisait venir des chorégraphes connus de Paris en stage, etc., les week-ends. Et puis, donc, j'ai été extrêmement gourmande de ça et j'ai rencontré dans ce contemporain comme ça. Donc, j'ai eu de la chance parce que, voilà, si elle n'avait pas été là, je serais certainement passée à côté. Puis, tu aurais peut-être arrêté la danse ? Oui, parce qu'en fait, j'étais déjà un peu, tu vois, en première, on a 17 ans. Il y avait eu un gros trou quand même où j'avais pas pratiqué. Ouais. Donc clairement, je pouvais plus devenir danseuse classique, mais voilà, c'était clair. Mais par contre, la danse contemporaine, j'ai continué. T'as vraiment accroché. Voilà. Ok, tu l'exprimes comment maintenant aujourd'hui la danse contemporaine donc cette question est vaste, attention. Mais non, mais comment tu en vis en fait, tout simplement. Comment j'en vis. Quel a été après le parcours de la rencontre avec Bernadette? Cette révélation. Voilà. Est-ce que tu as rencontré David Douillet? Et puis comment tu as passé de ce moment de la vie où on devient d'adolescent à jeune adulte et où tu commences à t'investir très sérieusement dans les choses qui te plaisent et qui te font envie au métier de danseuse? Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon diplôme d'état de professeur de danse contemporaine, et puis c'est vraiment la pédagogie qui a été le début de mon travail. Clairement, je savais que je voulais devenir chorégraphe, mais ça a été une entrée. Puis j'ai été formatrice pour le diplôme d'état de prof de danse après ça, et là j'ai commencé à faire des créations. Okay. Voilà, donc j'avais mon salaire de prof de danse, mais j'avais un peu d'espace pour commencer à créer, à chorégraphier. Et puis la bascule s'est faite en je sais plus combien d'années, 2-3 ans. Puis finalement, je n'ai eu plus qu'une activité de création. Et puis intermittent du spectacle, et puis interprète pour d'autres, chorégraphe, voilà. Et les choses de la vie, les rencontres. Et voilà, exactement, les rencontres. Mais bien sûr, dans ces métiers-là, c'est les rencontres qui sont les plus importantes. Oui, c'est clair. Un peu dans tous les milieux artistiques. Hein, oui. C'est ça qui fait que tu avances et que tu peux évoluer dans ton taf. Carrément. Eh bien, écoute... Voilà. De quoi? Édouard Baird le disait si bien. Édouard Baird le disait si bien, c'est vrai. La vie, c'est avant tout. Oui, parce que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. C'est avant tout des rencontres. Il y a des personnes qui m'ont tendu la main à un moment donné. On ne savait pas. Est-ce que tu connais la tirade en entier? Non.
Non. Déception. Excusez-moi, monsieur. Je te pardonne, je t'absous. Mais c'est pas grave. Alors, et toi, du coup, Sianaïs? Jolie pirouette. Sianana, Sianaïs. Siana. Non, je vais t'appeler Siana. Bonsoir. Bonsoir. J'essaye de prendre ma voix suave. Ouh, ça marche bien. Bonsoir, ma chat. Et toi, comment en es-tu arrivé comment es-tu passé de la danse, de jeune fille qui s'est dit pourquoi pas la danse, à la danse, et ensuite ton parcours? Alors, j'étais pas du tout supposée faire de la danse au départ. J'avais choisi les arts martiaux, j'étais ceinture bleue de karaté-do, pas du tout à faire des vibrations sur une petite serre, rien du tout, non. Et en fait, j'étais on va dire la petite fille qui a pas du tout confiance en elle, qui brimade, on va en passer. Mais du coup, en fait, j'ai vu ma voisine qui faisait de la danse orientale et qui était prof de danse orientale. Je l'ai trouvée magnifique. J'ai trouvé qu'elle avait une féminité, une sensualité que je voulais avoir en fait et que je trouvais que j'avais pas. En fait, je l'avais au fond de moi, mais je le voyais pas. En fait, du coup, j'ai commencé à prendre tout simplement des cours. Je voulais pas devenir professionnelle. Danse orientale, du coup? Danse orientale. Au départ, que danse orientale. Et après, j'ai commencé à faire des concours, des choses comme ça, et j'ai vu le mot scène ouverte, en fait, près des concours. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'une scène ouverte? On m'a dit, mais en fait, tu fais ce que tu veux durant une scène ouverte. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux? Et du coup, j'ai tenté. Ouais. Brainstorming. C'était... j'ai eu très peur parce que je sais que j'ai fait limite une crise d'angoisse après, je tremblais, mais c'était vraiment un tremblement comme si je m'étais lâchée, comme si je m'étais enfin dévoilée, que j'avais pas besoin de parler. Je suis quelqu'un qui montre pas facilement ses émotions par la parole et je trouve que par le corps on peut tellement plus exprimer de choses en plus. Et comme ma maman a plusieurs pathologies, elle perd ses jambes. Et du coup, je me suis dit, go. go. J'ai commencé à faire au départ des petits comités d'entreprise, des restaurants, des bars. Et après, j'ai rencontré une formidable personne qui m'a dit « il n'y a pas que la danse orientale, il y a des dérivés. On peut moderniser la danse orientale. » Et c'est elle d'ailleurs qui m'a donné mon poste à la MJC Bazin de Nancy. Parce que tu travailles à la MJC Voilà. Et Apolline Marie, je te fais un petit coucou. Voilà. Et grâce à elle, d'ailleurs, je suis membre de l'UNESCO également. Du coup, le Conseil international de la danse, en section danse du monde. D'accord. Et de par les expériences et de par les contrats que j'ai eus. Et... Ça correspond à quoi, du coup, ton statut à l'UNESCO? Comme il n'y a pas de diplôme d'État en danse orientale, que c'est pas assez encore reconnu parce que les danses du monde, c'est un peu compliqué, que ça soit le buto, que ça soit la danse indienne, le kathak, le bharatanatyam, ou alors des danses orientales, voilà, danse du monde. C'est assez compliqué d'avoir une certification et du coup, c'est un équivalent du DE, DE, c'est diplôme d'État. Ouais, voilà, c'est aussi important. C'est une reconnaissance en fait. C'est une reconnaissance et il m'aide aussi dans mes déplacements si je dois faire des conférences à l'étranger. Ouais. Tu fais des conférences à l'étranger? Pas encore avec tout ce qui s'est passé récemment. Tu parles du Covid? Non, pas lui. On ne doit pas dire son nom. On a beaucoup parlé, comme du coup c'est une émission tournée autour de la culture, c'est vrai que tout le monde en a subi les conséquences. On va pas revenir dessus. Non. On lui a déjà accordé de place. C'est juste que plus tard. Je sais que c'est plus tard. Il faut aussi que je crée ma petite assoce, etc. C'est plein de petites choses qui feront que, et je sais que c'est pas encore fait, que c'est pas que ça qui a fait que. J'ai pas toutes les clés en main. Et voilà. Voilà mon amour de la danse. Comment m'est venu. Et du coup, toi, tu es donc prof à la MJC Bazin. Oui. T'es arrivé comment là-haut? Par Apolline Marie, justement. Du coup, je suivais des cours de tribal fusion. Donc, le tribal fusion, c'est un dérivé de l'oriental qui est né dans les années 60, en Californie exactement. Et c'est un style qui mélange à la fois de la danse orientale, du flamenco, du hip-hop. Et c'est ça, justement, qui m'a donné l'idée en mode... on peut faire des mouvements de hip-hop ou de contemporain avec de l'oriental, mais waouh, je ne savais pas. Merci pour cette découverte. Mais voilà, et en termes de gain de corps aussi, après, je parlerai beaucoup parce que j'adore le tribal fusion, mais en gros, c'est elle qui m'a laissé sa place parce qu'elle partait, du coup, elle a créé son entreprise avec ses cours et ses, voilà, pas que de danse orientale, mais du coup, elle m'a laissé sa place parce qu'elle a dit, je t'estime, du coup, je vais pas...
se connaissait suffisamment aussi intimement pour qu'elle puisse me laisser sa place aussi. Sans qu'il y ait des rivalités derrière et des problèmes. Ou des pia-pia-pia, parce que ça, j'en ai connu. Hein. Oui, ouais, c'est les pia-pia-pia, c'est un peu le Covid de la vie, quoi. Les pia-pia. Non, mais c'est de la saloperie. Il y en a dans tous les milieux. Hein. Et toi, Violette? Alors, je me rapproche du micro. Raconte-nous ton histoire. Mon histoire démarre quand je suis petite, du coup. J'ai commencé par du modern jazz. Voilà. Et puis, ça n'a pas duré très longtemps non plus. Hein. Je me suis mise au classique assez vite. Et voilà, pour faire les bases aussi. Et alors, par rapport à la question, la première question, je ne pourrais pas dire quand est-ce que j'ai commencé à aimer la danse, parce qu'au début, je n'aimais pas forcément la danse. J'en faisais parce qu'il fallait faire une activité. C'est tes parents qui t'ont poussé? Alors, pousser, c'est un grand mot. Ils m'ont proposé d'en faire. Je me suis dit oui, parce que moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien essayer plein de trucs. J'aime le sport en général. Donc la danse, allez, testons. Donc de là, j'ai fait le modern jazz, je suis passée au classique. Et puis le classique, quand il a fallu faire des pointes, j'ai dit non. C'est pas pour moi, ça fait mal. Ça fait super mal. Donc pas question de se faire mal, quoi. Et en fait, c'est ça. Pas de la souffrance. Totalement. Et puis en même temps, en parallèle, en fait, j'ai découvert la danse contemporaine. Et ça m'a tellement libéré le dos, libéré le corps en général, puisque les mouvements contemporains sont quand même beaucoup plus libres qu'en classique. Okay. Bon, j'ai arrêté le classique dans la foulée, et puis je suis passée au contemporain, et depuis ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans la danse contemporaine, en tant qu'amatrice. Et du coup, alors, vous êtes deux à faire de la danse contemporaine, et qu'est-ce qui différencie la danse contemporaine? Après, ça, c'est vraiment, si on rentrait vraiment dans le détail de chaque style de danse, on pourrait, je pense, y passer très longtemps. Oui. Mais qu'est-ce qui va différencier une chorégraphie de danse contemporaine d'une chorégraphie... Pour la danse orientale, j'avoue que je vois plus facilement. Mais qu'est-ce qui différencie les chorégraphies comme ça des différents styles de danse, et qui fait que les codes. On va reconnaître telle danse à telle autre danse, si on exclut la musique, par exemple? Certains codes, par exemple, par rapport à la posture du corps, peut-être, par rapport à certains mouvements aussi. Mais après, je sais que l'arabesque, ça se trouve en contemporain, il me semble, ou en classique. Ah oui. Et ça se trouve aussi en danse orientale. En fait, c'est juste l'intention en elle-même qui est différente, peut-être. D'accord. Je sais pas. Moi, en tout cas, je dirais que pour moi, la danse contemporaine, c'est quelque chose qui... tu vas avoir 10 chorégraphes différents ou 10 danseurs différents, et tu vas avoir 10 danses différentes. Parce que pour moi, le vocabulaire... quand on dit danse contemporaine, c'est danse d'aujourd'hui. Donc finalement, la danse d'aujourd'hui, dans 20 ans, elle sera ringarde peut-être, mais en tout cas, voilà. Et la danse contemporaine d'il y a 50 enfin même plus, on va dire. Bref, Martha Graham, Merce Cunningham, c'est des gens qui sont vraiment à l'origine de la danse moderne. Et il y avait encore un vocabulaire. Là, ils ont créé un vocabulaire de danse moderne. Aujourd'hui, moi personnellement, j'estime que j'ai ma manière à moi d'investir le mouvement. C'est même pas que j'ai ma danse, j'ai ma manière à moi d'investir le mouvement. Et si je vais le transmettre, je vais pas en faire une école. Je vais pas faire l'école Marie Cambois parce que c'est pas, je m'en fous de créer un vocabulaire. Il y a des choses qui m'intéressent, qui sont très essentielles pour moi. Mais voilà, donc en fait, je suis assez d'accord avec Siana. Il y a une question de vocabulaire, de code, mais qui, pour moi, normalement, dans la danse contemporaine d'aujourd'hui, n'existe pas trop. Et du coup, quand tu parles de fusion, je pense que c'est aussi ça qui est intéressant. C'est qui est la plus importante, en fait. C'est pas forcément c'est pas forcément même l'esthétique en elle-même d'une chorégraphie, ou alors les codes qu'on va montrer pour différencier contemporain oriental. C'est vraiment l'intention du danseur sur le moment T, enfin l'instant T. C'est ce qui va donner l'expression, en fait, de son propre corps. Donc, je pense que, comme l'a dit Marie, même sur une même scène, plusieurs danseurs contemporains qui font exactement la même chorégraphie n'auront pas du tout la même intention. Ça différencie, je pense, avec le vécu plutôt de la personne, ou alors avec ses émotions. Ok. Et en fait, du coup, ça permettrait de... Quand tu fais, si je comprends à peu près bien, la danse contemporaine,
pas de code de mouvement et c'est toi qui vas amener tes propres gestuels en fonction de tes émotions, en fonction de ce que tu as envie de passer et en fonction des situations ou de ce que tu as envie de chorégraphier. En tout cas, ce que je peux dire juste, c'est qu'en danse classique, par exemple, tu peux dire à un danseur, mais le dire sans lui montrer, tu peux lui dire entrechat 4, pas de bourrée, grand jeté, arabesque, nanana. Et là, lui, sur les noms que tu lui as dit, et tu lui dis tu pars en diagonale du fond de scène jusqu'à jardin et tu vas à court, et nanana, et il est normalement capable de le faire, comme un musicien classique avec une partition, en fait. Alors qu'en danse contemporaine, tu peux créer une chorégraphie, tu peux apprendre une chorégraphie à quelqu'un, mais sauf tu peux pas juste lui dire, il va falloir travailler ensemble, il va falloir travailler sur l'intention, sur la qualité du mouvement, et ça peut même parfois être de l'improvisation, mais on va se mettre d'accord que, ok, on improvise, mais tous au sol, et extrêmement lentement, avec une certaine forme de qualité très ronde, par exemple. Voilà, on va plus travailler sur des matières, je dirais. Moi, j'appelle des intentions, des matières, voilà. Okay. Tu vois, c'est un peu différent par rapport à un vocabulaire qui est très, qui est très cadré. Très cadré. Voilà, nous, on va travailler de manière un peu... Oui, c'est vraiment le geste et la manière dont tu vas le retranscrire sur la scène et pas de dire, tu vas là, tu fais ça, C'est ça. Est-ce que, une question que je me posais aussi, c'était, est-ce que on peut danser sur... est-ce qu'on peut, par exemple, c'était la question de la fusion, du coup, ta question là, c'était de dire, est-ce qu'on peut danser toutes les danses sur n'importe quel style de musique, ou justement, c'était comme pour le classique, on peut danser du classique que sur du classique, ou est-ce qu'on peut danser du classique sur... je pense qu'il y a plein de... Comme dans les styles musicaux, tu as des gens qui ont testé, qui ont fait des mix entre les trucs. Entre les différents styles, est-ce qu'il y a des codes qui se sont brisés à ces niveaux-là? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué récemment, pas récemment? Comment ça s'est... Est-ce que c'est peut-être plus de l'histoire de la danse presque, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un élément de réponse? Personnellement, je sais que par exemple, avant, quand on voyait des films avec les anciennes danseuses orientales en noir et blanc, vraiment, voilà. Okay. C'est pas pareil parce que maintenant il y a même des danseuses orientales qui se spécialisent et qui sont pas profs de danse orientale mais qui sont profs de hip-hop oriental, de flamenco oriental. Je pense que dès le moment où en fait moi personnellement je me suis un peu ennuyée au bout d'un moment à pas faire de fusion et je me suis dit il faut que j'apprenne quelque chose, faut pas que je reste dans mes acquis et les fusions en fait elles viennent de cette volonté de toujours en fait faire évoluer les choses, mais en fait on se fait évoluer soi, mais on veut faire évoluer la danse en même temps, et les fusions en fait c'est pas vraiment une cassure, je pense que c'est une continuité plutôt, et que c'est pour ça que je parle souvent de dérivés, par exemple le hip-hop oriental, tribal fusion, ou alors contemporain, je pense qu'on peut le mettre légèrement en relation avec le buto aussi. On peut faire des liens parce que en fait c'est juste l'évolution qui compte, c'est pas une brisure, c'est juste une continuité, je pense. Oui, ça doit évoluer, c'est normal. C'est une actualisation naturelle des choses, quoi. C'est pas des codes que tu brises, en fait, c'est juste tes propres codes que tu suis. Ce serait un peu, si on pouvait le résumer comme ça. Donc tu peux tout à fait danser ce que tu veux sur ce que tu veux comme musique. C'est ça, oui, c'est ça. Vraiment, oui. Okay. Et quand par exemple, tout à l'heure, tu disais que tu avais commencé avec le modern jazz. Le modern jazz, est-ce que... J'ai du mal à le prononcer. Comment ça fait ça y est. C'est ce que je commençais à me dire aussi. Modern jazz. Est-ce que le modern jazz, du coup, toi, tu as commencé à apprendre sur de la musique jazz, ou est-ce que... Pas du tout. C'était... Ah non, pas du tout. Bon, après, c'est selon les goûts de la prof de danse aussi. Parce que bon, j'ai eu qu'une prof en modern jazz et ses goûts étaient plutôt pop, donc on dansait sur de la variété française actuelle. Donc Jean-Jacques. Non, non, pas Jean-Jacques. Non, ça va. Après, ça dépend vraiment du prof aussi, parce que voilà, j'ai pu suivre plusieurs cours de danse avec différents profs, et c'est vrai que y a des cours et des profs que j'ai adorés parce qu'ils ont un style musical qui me plaît, qui me correspond à 100%. Et il y en a d'autres et j'ai pas accroché. Le cours avait beau être qualitatif, j'accrochais pas parce que la musique, elle me portait pas. Et en danse, il faut que la musique te porte. Enfin, moi, je sens tellement mieux ce que je fais quand la musique me convient.
Et en contemporain, c'est plutôt cool puisqu'on peut danser sur n'importe quelle musique. Donc voilà. Il y a cette importance du lâcher prise du coup, hein, qui est comme, enfin pareil, qui est inhérente à toutes les formes d'art, où c'est à partir du moment où tu focuses plus du tout sur ce qu'il y a autour de toi et que tu es complètement concentré sur toi-même. Enfin, je sais pas si c'est de la concentration au final. C'est un miroir. Ouais. Si on se contemple. Personnellement, quand je fais une scène, je ne pense pas, je ne vais pas penser à tel ou tel mouvement. Souvent, je fais de la semi-impro justement pour me laisser la liberté de... Je connais la musique, c'est sûr, mais au moins je sais... Voilà. Et en fait, c'est l'impression de se poser, justement, à un moment, de tout lâcher et de pouvoir après contempler en fait, les émotions qu'on a laissées émerger même. Parce qu'il y en a certaines que j'ai réussi à débloquer que grâce à la danse et en dansant. Et moi, je vois ça comme une contemplation plutôt, du coup. De toi-même ? Oui, du coup. Enfin, des émotions plutôt, pas de moi-même. Des émotions que tu as à l'intérieur. Vous vous souvenez, vous, du moment où, quand tu commences, au début, tu es très scolaire, et le jour où tu sors un peu du cadre scolaire et où tu prends conscience que la danse, c'est ce moment-là, quand tu lâches prise. Vous vous souvenez de ce moment-là ? Oui, moi je m'en rappelle très bien. Oui. Ouais, allez-y, racontez-nous. C'est trop intime ? C'est peut-être trop c'est ultra intime. D'accord, tu peux nous raconter. Si le vin aura été suffisant. T'es pas obligé de me raconter, si tu veux pas. Je vais essayer de... Mais le vin rouge est là pour ça, à la base. C'est ce qu'il a à faire. Vas-y. Tu veux une chopinette ? Une petite chopinette ? Merci, mes petits doudous. Donc jusque-là, je n'avais fait que de la danse classique. J'avais 11 ans. Et pour des raisons qui sont justement celles-ci trop intimes, je dirais pas, mais j'étais dans un état, de sidération, quoi. Enfin, voilà. Et il y avait une fête de Noël dans cet internat. Ouais. Et alors, j'ai fait une danse, j'ai fait un solo. J'avais 11 ans. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un fils de 11 ans. Je vois comme il est petit quelque part. C'est un bébé, quoi. Bon, non, mais si, mais il est grand, mais c'est un bébé. Mais bon. Toujours c'est exactement ça. C'est qu'à cet âge-là, il y a quelque chose. Voilà. Et je pense que cette danse-là que je me suis, autorisée, m'a permis d'exprimer, tu parlais tout à l'heure d'expression, c'est vraiment ça. Pour moi, j'ai réussi à dire dans ce moment-là tout ce que j'arrivais près à dire et qui était terrible, qui venait d'arriver dans ma vie. Et c'est, voilà, maintenant, aujourd'hui, j'y repense et l'année dernière, j'ai refait un solo qui est vraiment autobiographique, et à mon équipe de création, j'ai raconté ce moment-là de la fête de Noël et de ce solo, parce que je crois que c'est à ce moment-là réellement que j'ai aucune maîtrise, justement. Voilà, c'était vraiment comme tu disais là, le truc qui te dépasse, qui fait qu'à un moment donné, t'as besoin de faire ça devant des gens. T'as besoin, parce qu'on peut le faire dans notre cave, hein, on peut danser tout seul. Ouais, il s'est passé quelque chose. Il y a eu vraiment ce moment-là. C'est une exultation, quelque chose, une catharsis, quelque chose qui te permet vraiment d'exprimer. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on évoquait dans l'émission précédente avec des illustrateurs. C'était que dans toute démarche artistique, tu as une forme de pudeur et une forme d'exhibition, parce que tu crées quelque chose. Pour moi, un artiste qui va réussir à toucher quelqu'un, c'est un artiste qui va se dévoiler entièrement. Du coup, il montre il montre vraiment ce qu'il est au fond de lui, et on le perçoit, et du coup, il a envie de le montrer à quelqu'un. Donc c'est vraiment, je suis complètement d'accord. Ouais. C'est quelque chose d'hyper. J'aurais pas de mots pour le décrire, mais c'est vraiment... Non, mais en tout cas, une fois, parfois on crée quelque chose, et là je suis c'est même pas assez d'accord, je suis complètement d'accord que c'est dans tous les arts comme ça. Tu crées quelque chose et c'est des mois après que tu vas comprendre ce que tu as mis dedans, inconsciemment. Que tu vas réaliser, ah mais ouais, c'est ça que j'ai fait, c'est ça que j'ai voulu dire, sans même du tout l'avoir prévu. En fait. C'est vraiment l'expression de ce que tu as. Voilà, c'est bien ça, c'est ça, quelque chose qui nous dépasse. C'est toute l'expression
d'expression. Donc là, c'est super, on parle de danse, mais c'est sûr qu'on peut parler de toute forme d'art pour ça, c'est évident. On pourrait déborder sur n'importe quel sujet. Ouais. Tu t'en souviens, toi, Anaïs, de ce moment-là? Pardon, Sienne. C'est pas grave. De toute façon, tu l'as dit. Elle est double. Gonna see you later. Ah voilà, c'est ça. J'en étais Attends, je sûre. peux l'entendre dans le casque. Elle est double. Oh, je l'ai débranché, attends. Je crois que c'est une performance unique de double. No, I can talk like Batman. C'est Batman. Ah, je sais faire plein de choses. Je sais faire Pikachu, Toki-Pli. Enfin, C'est vrai. c'était une de mes passions quand j'étais petite, mais j'essaye de pas trop la dire. Bon, c'est pas- Bah oui. faut y aller. Mais Toi, les piquets, quoi, il est du coup, Moi, je suis Batman aussi, des fois. Je suis Batman. Mais bon, ça marche vachement moins bien que toi. Ah ouais, c'est clair. Bonsoir, Paul. Peut-être un effet dessus. Pour que ce soit encore plus énorme. les réverbes et tout. Ouais, c'est vrai. Et du coup, oui, je m'en souviens très nettement. En fait, au départ, j'étais très perfectionniste, mais vraiment, je me rendais malade. Ça veut dire que je regardais souvent, en fait, je demandais à ce qu'on me filme, non pas pour avoir en fait un souvenir, mais pour voir tous les défauts que j'ai et les corriger au maximum. C'est un super moyen de travailler. C'est bien, mais à un certain point, c'est destructeur parce que je me remettais totalement en question. Je me disais non, ça c'est pas bien, je l'ai mal fait. Oui, Ouais. totalement. Sans accepter ce que tu faisais de bien. C'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai commencé au départ à faire des scènes ouvertes. Je sentais que ça commençait à venir. Et j'ai en fait fait un bénévolat. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux. C'était pour les Sans-Bretelles. Donc, c'est ceux qui s'occupent de la lutte contre le cancer du sein. Ok. Et ils m'ont demandé, parce qu'ils demandaient à ce que ça soit une soirée orientale. Et ils ont demandé à plusieurs danseuses. Il y en a plusieurs qui ont dit oui, forcément. J'ai dansé sur une chanson pour ma maman. Et je l'ai vue au premier rang. Je l'ai vue pleurer. Mais en fait, c'est comme si... Je parlais d'apesanteur, en fait c'est comme si j'avais fait ma danse et que le moment où je l'ai vue pleurer en début de choré, c'était la fin de la choré déjà. Enfin, ça a été vraiment comme une sorte de transe où en fait je suis ressortie, je sentais que je pleurais, que j'étais vidée, totalement épuisée. T'as brisé complètement le mur de tes émotions. Totalement. Pour lâcher tout, quoi. Parce que en fait, le problème de la danse orientale, et c'est pour ça que je fais plus vers les fusions maintenant, c'est que on est très dans les concours à le henné, les faux ongles, les beaux cheveux, le beau maquillage, le C'est beau beaucoup sur costume. l'apparence. Totalement. Et ça m'a énervée. Et du coup, maintenant, c'est pour ça que je fais plus que des tableaux où en fait je conçois tout. Par exemple, un personnage, je vais parler d'un personnage et je vais trouver le costume qui va avec, le décor qui va avec, l'intention qui va avec, mais c'est après le corps qui parle. Et ce système de corps qui parle, ça a été vraiment, durant ce bénévolat, c'était vraiment se donner, pas que pour les autres, mais aussi je l'ai senti que c'était pour moi et que ça m'avait fait du bien. Et c'est pour ça que j'ai continué après. Voilà. Ok. Ouais, et toi, Violette? Ben, moi, alors en fait, il n'y a pas eu un déclic, un moment où je me suis dit, tiens, c'est bon, la danse, j'adore, c'est ma passion. C'est plein de petits moments, en fait. Plein de petits instants où j'étais bien dans mon corps, bien dans ma danse. Et bien avec les autres, en fait. Parce qu'on n'en a pas encore parlé jusque-là, mais il y a la danse à plusieurs aussi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et des fois, enfin par moment, il peut arriver que dans une chorégraphie ou dans un instant pendant le cours de danse, il y a une connexion entre tous les danseurs et ça c'est une pépite. Enfin ça c'est génial. tu ressors du cours, mais je pense que vous l'avez sûrement déjà vécu aussi. T'as l'impression d'avoir vécu un truc énorme. Ouais. Alors qu'en fait, non, enfin, si t'es simple spectateur, tu te diras, oui, bon, ils ont juste dansé tous ensemble, ils étaient synchrones, c'était beau. Ouais, mais en fait, on s'est tous sentis les uns les autres. Et ça, en fait, voilà, du coup, c'est l'accumulation de plein de petits moments comme ça qui font que je me suis dit, ouais, la danse, j'adore ça. Ça me donne de l'énergie, ça me booste. Et puis, bon, à côté de ça, il y a aussi... j'ai dû m'arrêter de danser pendant un temps à cause d'une blessure au pied. Et puis voilà, quand j'ai repris la danse, c'est là que je me suis rendu compte combien ça me manquait et combien j'avais besoin de la danse au quotidien, ne serait-ce que pour me vider. Et puis voilà quoi. Donc il y a ça, il y a le fait de danser à plusieurs en fait. J'adore danser toute seule, mais danser avec les autres et sentir cette connexion avec les danseurs qui t'entourent, ça c'est... Effectivement, Ça, c'est intense. C'est
c'est vrai que c'est cette connexion-là. Alors, du coup, moi, je vais faire le lien avec la musique. C'est vrai que quand tu es dans un groupe, quand tu joues un truc et où tout le monde joue vraiment ensemble, parce qu'il y a toujours ce truc où tu dis il faut que tu écoutes tout le monde, mais tu es quand même concentré sur ce que toi tu es en train de faire. Et quand tu sens qu'il y a une osmose et que tout le monde joue ensemble et que vous faites un truc cool, tout le monde soit cool et tu peux pas t'empêcher d'avoir la banane et de faire Complètement, c'est ça. C'est ça, ouais. ça défonce ce qu'on est en train de faire. Et j'imagine qu'il y a ça aussi dans la danse. C'est vrai que Complètement. Ouais. je vous ai invité, vous êtes 3 danseuses comme ça, uniques. Mais vous faites partie d'un tout quand vous dansez, vous avez une troupe autour de vous. Mais on a forcément connu ça, parce que exactement comme le disait Violette, ne serait-ce que dans les cours, quand on apprend ou quand on est prof, peu importe, il y a ce côté collectif. Là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nos expériences de danseuses personnelles, singulières, mais effectivement, ouais, c'est cette question du cœur, quoi. En fait, c'est le cœur, hein. C'est ça, c'est l'orchestre, c'est le cœur, c'est que ce soit de la danse ou quoi que ce soit, de la musique, comme tu dis, c'est vraiment la notion d'être ensemble, apporter quelque chose, ce dialogue-là qui n'a pas de mots, qui fait juste que se sentir. Moi, je parle beaucoup aux gens à qui je transmets la danse d'antennes. Je pense que quand on est danseur, on a des antennes, on a des yeux derrière la tête, on a des ailes au dos, on a des mouvements des gens derrière toi. Ouais, bah oui, on sent quoi. Oui. C'est très sensitif, c'est très sensible. Il y a un truc qui est assez drôle aussi, c'est que en fonction de la personne qu'on a en face de nous ou à côté de nous, enfin des gens qui nous entourent, on va danser d'une certaine façon. Si on a quelqu'un en face de nous qui est très ancré dans le sol, et toi qui n'étais pas du tout ancré dans le sol, tu vas te mettre à l'être. Et tu vas danser différemment sans t'en rendre compte, et à la fin tu vas te dire oh, j'étais bien là, j'ai fait quelque chose qui m'a plu. Puis à l'inverse, si tu te mets à côté de quelqu'un qui ne l'est pas du tout, tu vas danser différemment. Tu peux être le moteur de quelqu'un d'autre dans la scène aussi. Bien sûr. Ah, complètement. C'est vraiment ce moment où tu passes d'un groupe à une entité qui fait une chorégraphie ensemble. C'est vrai que c'est ce petit moment où j'aime beaucoup l'école musicale pour ça. de voir des scènes où tu as plein de danseurs, je trouve que ça déjà, je suis toujours très impressionné de voir la capacité de synchronisation de chaque humain. Je trouve ça juste dingue. Le type de Michael Jackson, Thriller est juste incroyable. Mais grave. mais quel bonheur ils ont dû avoir de faire ce clip. Mais c'est ce que je me dis aussi. Ouais. Tout le temps, on se le dit. On se dit, mais non, mais ils ont dû déjà, vraiment tellement kiffer. Super maquillage. Non, mais vraiment, franchement, je suis complètement d'accord. Tout le temps, je me le dis, ça doit être trop bon de faire ça. Je suis pas méga fan de Michael. Non, mais pareil, cette danse, je sais pas ce qu'elle nous a fait là, mais. Et juste dingue. Non, ils ont eu de la chance. Je suis toujours très impressionné de voir des scènes. La première grosse danse que j'avais vue comme ça groupée, c'était sur West Side Story. Pas mal non plus. I feel pretty. Oh, so pretty, you're pretty. Je connais pas les paroles. Et puis après, c'était Grease et j'ai enchaîné, mais c'est vrai que c'est les scènes de danse groupée et de chorégraphie groupée, moi, je suis toujours très impressionné. Et puis comme derrière chaque acte de création, je me dis, putain, il y a un mec, ou une personne plutôt, qui a pensé tous les pas et qui s'est dit, tiens, là c'est comme ça, là il faut bouger de cette manière-là. Des fois, il y a des sur cette écriture. Des fois, il y a des initiatives même des danseurs en eux-mêmes. Juste, il y a des collaborations qui se font et c'est encore ce système de lien. Ça veut dire que même un chorégraphe, au départ, qui va avoir sa chorégraphie, si il voit des idées émerger par exemple, des élèves ou des personnes qui sont dans sa troupe, si c'est une bonne idée, il va la prendre. C'est justement ce genre même de collaboration consciente. Parce qu'il y a la collaboration inconsciente, du coup, que ce soit avec les élèves ou des partenaires de danse, mais il y a la consciente aussi on va partager quelque chose, on va collaborer parce que, par exemple, les idées coïncident. Et je sais qu'à un instant, dans la chorégraphie de Grease, il y a beaucoup de Travolta. C'est beaucoup... Travolta qui a apporté les choses. Oui. Okay. Qui avait appris la danse pour Saturday Night Fever. Et mais du coup, c'est grâce à ça qu'il a eu plein de rôles derrière. Ouais, c'est vrai que c'est un sacré danseur. Ils lui ont pris des idées de... en fait, il les a données intentionnellement, enfin pas intentionnellement, mais il les a données comme ça, sur le vif, ils ont fait
Hey, c'est pas fait, mal. Mais oui, mais en fait, on fait toujours ça, en fait, dans le spectacle vivant, en fait, parce qu'on fait avec qui on est aussi, de toute façon. Donc, un réalisateur de cinéma, il va pas dire, par exemple, à Isabelle Huppert, qui est une magnifique actrice, il va passer son temps à lui dire, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Forcément, il la laisse aussi être créatrice de son art, quoi. T'as besoin d'avoir un cadre, et t'as besoin quand même qu'on te laisse ta part d'expression pour que tu puisses être toi-même et faire quelque chose qui te corresponde. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que le cadre, il est juste... il permet la création. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive et qui te dit, ben, vas-y. Ah oui, c'est horrible, c'est horrible. Non, je... Mais non. Je veux une pièce, mais bon, vas-y, fais ce que tu veux. Bah non, en fait, voilà. Donc je pense que c'est vraiment cette alchimie, le dialogue, comment les choses se rencontrent, comment elles se frottent, qui est producteur de créativité, en fait. Ouais. Comment on crée, on arrive à créer une chorégraphie? Est-ce que c'est avec des influences j'imagine que oui. Encore une fois, je fais un lien avec quelque chose que je connais. En musique, forcément, au début, tu apprends à jouer des morceaux des autres. Et puis, bon, tu comprends que telle suite d'accords fonctionne bien. Alors, tu vas essayer de la reproduire. Et puis, tu vas essayer de chercher, et puis, etc. Est-ce que c'est le même processus créatif en danse? Est-ce que la question est peut-être un peu vaste et complexe. Est-ce qu'il y a un... Comment vous créez une danse? Ou du moins une scène de danse, une performance. Est-ce qu'on a 10 ans pour répondre à cette question? Exactement. Il reste très précis. Oui et non, alors pourquoi? Alors je vais passer la parole. Non mais oui, c'est très difficile de répondre. Je pense qu'il y a des influences qui jouent évidemment, mais il y a aussi les capacités de ton corps. Parce que si tu as un corps qui est raide... Ce que tu es capable de faire. Oui, voilà. Oui, bien sûr, ce que tu es capable de faire, la souplesse de ton corps, si tu peux faire ce que tu imagines, et si tu peux pas, tu vas l'adapter. Puis après, comme tu disais, Marie, chacun a son vocabulaire aussi. Donc, certes, tu vas t'influencer des chorégraphes que tu aimes ou des vidéos que tu as pu voir, mais tu vas l'adapter à ton corps. Donc, c'est pas évident à répondre. C'est hyper difficile. C'est une question, je le savais. Je le savais en la posant. C'est une question piège. Est-ce que tu aurais un... Quand tu passes, par exemple, alors, je spoil un peu, tu nous as préparé pour tout à l'heure. Je pense que ça va d'ailleurs venir juste après cette question-là, cette réponse. Faudrait que je me change. Vas-y, je vais prendre 10 ans pour répondre, comme ça tu auras le temps de te changer. C'est vrai, comme il y a 10 ans prévu pour la suite. Voilà. Mais du coup, par exemple, comment, pour la performance que tu vas nous offrir tout à l'heure, comment tu l'as créée? En fait, surtout par rapport aux paroles et par rapport à l'intention, le message, c'est plutôt un message en fait. C'est pas vraiment, je vais forcément faire de l'oriental en fait et mettre beaucoup d'oriental parce que c'est pas mon dada, mais si quand même un peu. Mais je vais m'exprimer. Je peux pas qualifier parce que en fait, je l'ai essayé hier, je l'ai essayé il y a 2 jours. Les deux étaient pas du tout la même chose. J'ai pas utilisé par exemple l'accessoire que j'ai ramené et je l'ai pas utilisé de la même manière ou alors juste par exemple mes expressions n'étaient pas les mêmes. Ça dépend vraiment de comment je me sens au moment présent en fait. Ok. Voilà. Du coup, on va pouvoir avoir l'occasion de découvrir ça. Alors, j'invite également notre camarade Thomas à préparer son matériel pour filmer, parce que ça va être bientôt l'instant T. Et d'ailleurs, même, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Okay. Comme ça te laisse le temps de te changer. Et moi, je vais pouvoir mettre en place aussi la musique et les lumières. Est-ce que ça vous va? Oui, tout à fait. On fait une petite pause. À tout de suite. Après une courte pause, nous retrouvons donc un petit live d'Anaïs, Siana, que vous allez pouvoir retrouver sur la page YouTube de l'heure rouge. Et puis pour nous, ce sera la petite pause musicale. C'est parti. Alors avec un morceau Milkshake de la Cartel Production avec Viggo Spencer. Viggo,
Y'a des fenêtres partout, je suis qu'un simple piéton. J'analyse mon parcours pour voir où les pièces tombent. Pourquoi la vie des grandes villes est vide? Je te laisse donner ton avis mais vite. J'ai sorti mon impair et le sentiment d'un père souhaitant pas faire d'impair. J'ai compris comment faire pour faire des affaires sans finir en enfer. Ne jamais se soucier des portes fermées, c'est simplement pour t'inciter à faire mieux. Le lundi c'était mieux quand c'était férié, le mardi je riais c'était pas sérieux. J'avais pas cru à ton départ, encore un truc auquel je m'attendais pas. J'avais prévu un peu plus tard, je pensais que t'allais penser à nos têtards. Le poids du monde sur les épaules, le roi des monstres et des fantômes. J'ai trouvé l'astuce pour bien élever mes mômes. Je vais laisser toute ma thune et m'exiler dans un des pôles. Dans un des pôles, dans un des pôles. Sache qu'on en a dans le biceps. La boisson c'est midi et mi-Schweppes. Donne-moi du groove à la Mick Jagger et j'en mettrai dans mon milkshake. Quand on parle de moi, sache que personne ment. Ça fait quelques mois que je suis en questionnement. Quitter mon taf et mes engagements. Regardez les graphes et m'asseoir sagement. Ouais, ça j'en rêve, maintenant crève. Cœur, tapement 16, sœur, la quoi casser. Sœur, je la conseille seule. Parfois la vie ça fait mal aux oreilles. Serrez-moi la vis, donnez-moi vos conseils. Je suis un mec qu'on oublie comme les sœurs Olsen. Pourquoi je plie pas sous le poids de l'oseille? Je sais pas comment ça va finir mais je crois que c'est le moment de s'alarmer. Visage qui ment, qui vire au triste mais y'a les poèmes de Mallarmé. Le poids du monde sur les épaules, le roi des monstres et des fantômes. J'ai trouvé l'astuce pour bien élever mes mômes. Je vais laisser toute ma thune et m'exiler dans un des pôles. Dans un des pôles, dans un des pôles. La boisson c'est midi et mi-Schweppes. Donne-moi du groove à la Mick Jagger et j'en mettrai dans mon milkshake. Ok, ouais. Bravo. On va te laisser revenir. Oui. Et redescendre. Oui. Sienna. Ah, qui? Réveille-toi, Sienna. Il y a Lilou, il y a Gisèle, il y a Bertrand, il y a... Ah bah c'était Ah vraiment... bah, c'était vraiment le fond. Mais elle est si lourde. C'est ça. Tu dis la vérité, Tom. C'est tout cool pour vous? Oui. Oui. Vas-y. Eh bien c'était donc Sienna, que vous découvrirez en live sur YouTube, et sur le morceau Milkshake de Vigo Spencer avec le Cartel Prod en fond sonore. Très très cool. Et tout ça est disponible maintenant sur une playlist sur la page de l'heure rouge. Également, vous pourrez retrouver tous les morceaux que vous entendez dans l'émission. Voilà, parce qu'on fait, on est comme ça. Après, je vous propose... Non, voilà, c'est Généreux. Ah, bah oui, C'est ça, c'est la générosité. C'est la générosité. on est d'accord. Curateur. Oui, puis c'est surtout difficile de reprendre après, tu sais, la pause. Parce que quand tu es dans la lancée, ça va, puis quand il faut reprendre, c'est difficile. Mais c'est bon, parce que c'est pas moi de le faire, ça va être à Doudou. Voilà, Doudou qui nous a peut-être préparé une petite chronique, comme il en a le secret. Allez, je vous propose de l'écouter. Il vient de sortir un album de Jean Telet. Jean Telet, Entrée dans la danse. Oui. J'ai été trop vite peut-être. Tu voulais le sortir? Ok, eh bien. Doudou qui est présent, le support. La magie du différé. Mais oui, c'est la magie du Ah, diffus, c'est le vachement direct, bien. aucun souci.
Est-ce que tu veux que je te mette une petite musique dans le Leurs dessus? Alors la dernière fois j'avais mis Piano Bar, mais c'est nul à chier Piano Bar en fait. Ça donne envie, oui, c'est sûr. C'était super décevant parce que moi on n'avait pas les casques. Et c'est vrai du coup je l'ai. Clair de lune. Tu veux Clair de lune? Oui. Allez. Au Claude. Je te mets Clair de lune. Ah non, si on écoute. Hop, je le cherche. Ma première réflexion sur la danse aujourd'hui était une réflexion de somatologie, où j'avais lu quelque part que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ce qui m'avait fait réfléchir sur le fait que deux canards, quand ils se battent, ils vont se donner des petits coups de bec comme ça, vigoureux, pop, 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 pop. Vraiment des canards très vifs. Et une fois qu'ils ont fini de se battre, ils vont flotter paisiblement à une distance respectable et ils vont battre des ailes. Et en faisant ça, ils évacuent toute l'énergie de la rancœur qui pourrait nourrir l'un pour l'autre. Quand deux humains se battent, ils ne s'éloignent pas paisiblement en battant leurs ailes. Oh non. Parfois la rancœur continue de s'accumuler en soi. Alors, si tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, je me disais que peut-être la danse était une façon assez ludique d'exprimer quelque chose qu'on a à l'intérieur de soi et de le faire sortir pour ne plus en être l'esclave. En cela, je pensais aussi à la grande épidémie qu'il y a eu à Strasbourg en 1518. Peut-être en avez-vous entendu parler. À Strasbourg, en 1518, il s'est produit quelque chose d'assez fantastique, dans laquelle une jeune femme s'est mise à danser. Et elle s'est mise à danser avec une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne. Et ceci pendant plusieurs jours, puis plusieurs semaines. La réaction était assez cool de la municipalité sur place. Ils ont invité des musiciens et des orchestres à venir accompagner les danseurs fous. Et ensuite, on a vu apparaître les premiers morts. Et c'est là que la municipalité s'est dit on va arrêter la musique quand même, c'est pas une super idée. Alors, cette hystérie collective de danse, il y en a eu quelques-unes en Europe, et je me dis que c'est un pouvoir magique. C'est-à-dire, à un moment donné, un mot qui désigne le fait que l'on ne peut pas exprimer des choses par des mots, c'est ineffable. Et lorsque les êtres humains ne peuvent plus s'exprimer par des mots, il leur reste des recours, des gestes. Les Italiens le savent bien, ils parlent avec leurs mains. Mais on n'est pas tous Italiens, alors je pense que nous aurions tous quelque chose à gagner, à se mettre à investir son corps, à peut-être réaligner son centre de gravité, à prendre conscience de quelque chose au niveau du plexus solaire, à rentrer son ventre et à esquisser des petits pas de danse sur des musiques qu'on aime bien. Par exemple, Debussy. Ou alors, Caris. En fait, la musique n'est pas très importante. Ce qui est important, c'est le seul et véritable Dieu qui existe. Alors je sais que ça pourrait être du prosélytisme de dire ceci, mais je crois que le seul Dieu qui concerne la musique, ce sera le Dieu des pulsations. Et c'est le Dieu qui découpe le temps en unités que l'on peut comprendre. Et se lancer, faire un mouvement et retomber sur un moment qu'on a prévu soi-même, au moment exact où on l'a prévu. Ça serait ça pour moi la danse. Et peut-être investir quelque chose d'un mouvement parfait. Aller jusqu'au bout d'un mouvement trop grand. Et en cela, ça me ferait penser au dessin. Pour faire un vrai cercle, il faut l'imaginer un peu plus grand et faire un grand mouvement qui part pas que du bras, mais de l'ensemble du corps. Je ne danse pas. Je me trémousse péniblement sur un tapis. Et je regardais récemment un film qui s'appelait « Je voudrais que tout cela s'arrête », qui, au bout d'1h30 de film, la narration s'arrête et au beau milieu d'une phrase, deux danseurs apparaissent dans un couloir. Et ils poursuivent le film et ils poursuivent la narration sur les 15 dernières minutes. Et c'est un duo de danse qui le réalise, où vraiment il y a une bagarre et elle est dansée. Et la chorégraphie qui est à l'œuvre pendant 25 minutes m'a donné très fort envie de danser. Alors c'est une rentrée scolaire je crois en ce moment. C'est le moment de tester des nouvelles choses.
Je pense que dans différentes MJC qui peuplent Nancy, il y a forcément des cours de danse à prendre quelque part. Et je parie mon masque qu'avant la fin du mois de septembre, je serai inscrit quelque part pour apprendre à danser. Et pour vous laisser entre de bonnes mains, il y a Jean Telet qui a fait entrer dans la danse, qui parle un peu de cette épidémie à Strasbourg. J'aime beaucoup la 4e de couverture, je vais vous la lire pour terminer cette chronique. Une étrange épidémie a eu lieu dernièrement. Elle s'est répandue dans Strasbourg, de telle sorte que, dans leur folie, beaucoup se mirent à danser et ne cessèrent jour et nuit pendant 2 mois, sans interruption, jusqu'à tomber inconscients. Beaucoup sont morts. Si ça donne pas envie de lire ce livre. Si, clairement, je suis super partant pour lire ce livre. Merci beaucoup, Doudou. Bravo. Quelle belle chronique. Je suis tout ému. Clair de lune, ta voix suave. Je me sens en toute chose. Oui, je me sens en toute chose. Alors, comment enchaîner là-dessus? Si difficile, tu me laisses. Oui, c'est compliqué. Je sais pas, ouais. Alors, sur quoi on va partir? Je regarde un petit peu ce que j'avais écrit. Alors, j'avais écrit différents métiers. Oui, c'est vrai qu'il y a différents métiers dans la danse. Alors, est-ce que on connaît le métier de chorégraphe? On connaît le métier de danseur. Est-ce qu'il y a d'autres métiers comme ça inhérents au monde de la danse? Prof de danse. Scénographe aussi. Scénographe, éclairagiste, musicien, parce que pour moi il y a des liens dans tout ça. Comment on travaille quand tu montes un spectacle, une danse? Est-ce que vous pensez aussi en même temps à la manière dont vous aimeriez être éclairé? Personnellement, oui. Parce qu'en fonction aussi de la couleur du costume ou de l'intention qu'on veut donner, par exemple, si on veut donner une atmosphère assez froide, on va utiliser des gélatines bleues ou voilà. Mais du coup, oui, je pense que même inconsciemment, on y pense parce qu'en fait, on pense à. Je trouve que le mot tableau, pour définir une chorégraphie, il est beaucoup plus juste parce que c'est vraiment un tableau. Ça veut dire qu'on va penser à la fois aux matériaux, aux outils, au résultat final, c'est comment ça va faire sous tel éclairage. C'est tout qui définit en fait quelque chose qu'on a à l'intérieur, donc on veut, je pense que ça soit parfait, et du coup je pense qu'inconsciemment, forcément, on pense à tout, même à l'éclairage ou alors à un décor projeté derrière. Ouais, comment ça va être mis en scène et comment, tu parlais tout à l'heure de miroir, du coup, comment ceux qui sont du coup devant toi vont te voir comme aussi. Toi tu aimerais qu'on te voie aussi. C'est ça? Oui. Oui, parce que c'est vrai que la lumière et tout le décor vont avoir une importance, vont amener une forme de poésie, vont amener aussi un discours dans ce que vous avez envie de retranscrire. Parce que quand on danse, on raconte une histoire. Et qu'il faut aussi, du coup, vous servez aussi de ces moyens-là, de la lumière et des décors. C'est quoi les plus gros décors sur lesquels vous avez eu l'occasion de travailler, enfin, avec lesquels plutôt vous avez eu l'occasion de travailler? Des gros trucs? Ou souvent c'est des scènes qui sont quand même relativement vierges et puis on amène simplement un fond et puis des petites choses comme ça? Ça dépend vraiment des projets, mais moi, si je parle de mon expérience, la plupart des projets que je fais, il n'y a pas réellement de décor. Tout va se jouer vraiment plus dans... Je suis vraiment d'accord avec toi par rapport à l'idée du tableau. Donc je pense qu'on crée effectivement des tableaux. Donc la lumière va avoir une importance très forte. Moi, depuis quelques années, en plus, je travaille vraiment avec la lumière comme partenaire, de dialogue. Donc c'est une lumière qui est censée être vivante. Donc je travaille avec des éclairagistes qui sont à même de pouvoir presque improviser. Ou en tout cas, on construit les choses. Beaucoup plus précis que ça, et beaucoup plus écrit dans le sens de prévu, quelque chose qui est prévu, qu'on cherche à développer. Après, on va se laisser le cadre ouvert et puis on va pouvoir improviser dedans. Et comme avec la musique, je travaille avec des musiciens depuis 20 ans, et c'est vraiment ce rapport-là du mouvement dans le dialogue, en fait, pour que ce soit vivant. Et voilà, la lumière va avoir ce rapport-là pour compléter justement le tableau et pour l'emmener plus loin.
dans la narration. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas vraiment eu besoin de décor, mais récemment, je me suis mise plutôt à travailler vraiment avec une scénographie plus précise qui va permettre ça, mais donc tout simplement des choses qui permettent de faire oublier le théâtre, qui vont gommer le sol, le tapis de danse sur lequel la lumière se reflète, et voilà, tapis de danse. Donc voilà, récemment j'ai travaillé avec de la moquette noire qui venait absorber la lumière, et puis des tulles noirs autour qui faisaient que réellement le spectateur ne voit pas le cadre tu vois pas du les formes, théâtre. tu vois pas le volume en fait. On ne voit que le mouvement. C'est cool. Et du coup, ça me fait un lien tout trouvé, une transition parfaite, parce que toi, Violette, tu travailles aussi la vidéo. Ça tombe bien, j'allais y venir. J'allais y venir parce qu'il y a un lien assez intéressant par rapport au décor. Ouais. C'est que donc, au sein de mon activité que j'ai créée, qui s'appelle Arscopia, je réalise et produis des vidéos en lien avec la danse. Enfin, j'ai choisi de me spécialiser dans la danse puisque c'est ma passion, mais je fais pas que ça. À travers Arscopia, je fais aussi des films promotionnels, des clips vidéo et beaucoup de portraits. Et en parlant de portraits, je fais donc des portraits de danseurs. Et la particularité de ces portraits, c'est que moi j'ai choisi de les orienter vraiment afin de montrer la personnalité du danseur. C'est-à-dire que je laisse le choix au danseur pour la musique, pour le lieu dans lequel il souhaite danser, et puis pour la technique, s'il veut faire de l'impro, s'il veut faire du contemporain, du classique, ce qu'il veut. Et bon, ce qui est génial, c'est que du coup j'ai des personnalités différentes et j'ai des danseurs qui veulent danser soit dans l'eau, soit dans un musée, soit dans un lieu. À chaque fois, à chaque situation. Voilà. Ce qui m'amène moi à chercher des lieux qui correspondent, chercher comment le filmer, comment le mettre en scène, comment faire évoluer le danseur dans ces lieux. Donc là récemment, on a tourné un portrait dans les usines Bataille. Et voilà, c'est un lieu qui est complètement non, mais bon, qui est abandonné, qui est détruit, qui est délabré. Il y a des trous dans le sol, il y a pas de seringue. Il y a des trous dans les murs, dans les toits. Enfin, ça fait des puits de lumière un peu partout. Et puis dans le sol aussi, évidemment. Donc il faut faire gaffe là où on marche. Non, mais vraiment, pour le danseur comme pour les cadreurs, faut regarder où on va, quoi. Mais voilà, et ce qui est intéressant, c'est que le danseur, il a découvert les lieux au moment de tourner. Donc il s'est créé son histoire et sa chorégraphie au moment de tourner. Et puis bon, après c'était son choix aussi, hein. Il a voulu danser comme ça, dans tel lieu, pour improviser. Donc voilà, puis à l'inverse, j'ai une autre danseuse qui, par rapport à son histoire, veut danser dans un musée. Ouais. Donc voilà, je suis dans les démarches pour danser dans un musée. Et puis... C'est où là ? C'est un projet, tu peux nous en dire un peu plus? Moi, ça m'intrigue. Étant donné que c'est en cours, j'aurais peur de m'avancer et qu'au final on ne voit pas ça. Mais quand ça se verra, j'en parlerai. Là pour l'instant, je préfère prendre mes précautions. Je ne peux pas démentir. Mais où je vais le faire. Bon, puis après, j'ai une autre danseuse qui elle veut danser dans de l'eau. Donc voilà, puis nous dans des feuilles mortes en automne. Après, non, mais ce qui est super chouette dans ces portraits, et en fait ce qui m'intéresse, c'est que du coup la danse sert à ces personnes-là par rapport à leur métier. Ouais. C'est-à-dire de communiquer ou même de les aider à pratiquer leur métier. Enfin, par exemple, le premier danseur, c'est un comédien, et donc il utilise la danse pour créer ses personnages, pour entrer dans la peau de ses personnages, et puis pour les jouer sur scène. D'accord. Voilà, j'ai aussi une plasticienne, une orthophoniste, et donc c'est génial parce que chacun se sert de la danse pour nourrir aussi leur métier, puis aussi évidemment comme loisir. Mais à chaque fois que tu fais un portrait, il va quand même tourner autour de la danse, ou c'est des oui. Tu peux okay. Le portrait, c'est vraiment ciblé. En fait, voilà, tout à fait. Le portrait, c'est une danse, mais une danse sur laquelle le danseur va parler, et puis parler de lui, parler de pourquoi il danse, de son parcours et puis de son métier.
Oui, ça peut être des danseurs amateurs ou des danseurs professionnels, il y a des deux. Parce que l'orthophoniste, je sais pas, c'est l'exemple qui m'a fait tilter. Bah. Du coup, c'est une personne qui t'a contacté parce que tu fais ce genre de travail? Alors, il y a des deux. J'en ai contacté certains, l'orthophoniste entre autres, c'est moi qui l'ai contacté, puis il y en a d'autres qui m'ont contacté puisqu'ils ont entendu parler d'eux et ils ont eu envie. Okay. Mais donc voilà, c'est super intéressant parce que chaque portrait est très différent, autant sur le décor, si on revient à ce sujet-là, mais aussi sur l'intention de réalisation, la façon de filmer, parce que tu filmes pas la danse n'importe comment. Ça encore, c'est quelque chose. Et je pense que étant danseuse, j'ai des facilités là-dedans, puisqu'au final, tu danses avec le danseur. Ouais, donc, tu comprends comment tu vas te mouvoir c'est ça. autour. Et comme la plupart des danseurs font de l'impro, je pense que c'est un atout d'être danseuse derrière, parce que du coup, faisant moi-même de l'impro, je connais. Donc bon, il y a cette connexion. Je reviens sur l'idée de connexion tout à l'heure, mais ouais. Ça, c'est vrai que c'est d'être... Là, je pense que c'était la difficulté que tu as eu peut-être Thomas quand tu as filmé tout à l'heure. C'est vrai que tu sais pas parce que tu as peur de venir empiéter sur le terrain. Sur l'espace du danseur. Peur d'avoir ton ombre en plein milieu du sol. Exactement. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte avant. Et puis voilà. Donc il y a effectivement ces portraits que je réalise en lien avec la danse. Et puis à côté de ça, je fais essentiellement des captations de spectacles, donc pour les écoles de danse et pour les compagnies. Tu as déjà été amené à filmer, on en parlait tout à l'heure, des scènes de groupe? Ah oui, avec plein de monde qui danse en même temps? Alors, oui, mais c'était lors de spectacles, donc c'était sur scène. D'accord. Donc j'ai envie de dire que c'est plus simple. Ouais. T'as pas eu à prendre une grue? Non, il n'y a pas eu besoin de tout ça, mais après, il y a eu des scènes de groupe, non, pas encore. Mais bon, en même temps, ça ne saurait tarder, puisque de toute façon, j'ai ça fait combien de temps projet qu'elle existe Mon activité, ça fait 3 ans maintenant. Okay. Après, voilà, que j'ai choisi de l'orienter sur la danse il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Puisqu'au début, tu tâtonnes, t'essayes, tu fais des commandes à droite à gauche, puis après tu commences à te dire en fait on t'appelle pour la danse, donc pourquoi pas se spécialiser là-dedans, puisqu'en plus c'est ton dada, donc c'est vrai. Donc voilà. T'arrives à en vivre un petit peu quand même? Pour l'instant j'en vis pas, c'est une partie de mon salaire, mais c'est pas le salaire complet encore. T'as différentes sources de revenus? Et je suis intermittente du spectacle, donc oui, à côté je travaille pour d'autres boîtes de prod. Ouais. Parce qu'il y en a eu des spectacles annulés, hein. C'est vrai que alors c'est vrai que je pensais pas trop bien dessus, mais ça a été une grosse pause pour tout le monde. Au niveau de la danse, vous savez un petit peu, toi t'as ta boîte de prod qui permet de faire un peu de film, mais ça te permet de travailler quand même avec les restrictions d'hygiène ou pas? Ou ça t'handicape? Alors ça m'handicape oui et non, parce que étant donné que je fais plusieurs choses, je suis pas que vidéaste, je suis aussi monteuse, et ça c'est un travail que je peux faire chez moi. Donc là, pendant le Covid ou le confinement, j'ai continué de travailler chez moi en montage, quoi. Ouais. Donc là, c'était pas gênant. C'est tout l'avantage de faire un peu tout. Alors ok, tous les tournages étaient annulés. Par contre, il y avait toujours plein de montage à faire. Donc tant mieux. Moi, j'ai bossé là-dessus et pour le coup, j'ai très bien rentabilisé le temps. Mais c'est clair qu'à côté de ça, oui, il y a des spectacles qui ont été annulés, il y a des prestats en moins. Bon. Vous avez du coup, ça va m'offrir une petite transition, parce qu'on va arriver doucement vers la fin. Ça fait 1 heure qu'on enregistre là déjà. Ça file, hein? Ça va vite. C'est dingue. C'est grâce à toi, Paul. Oh, non, c'est grâce à vous tous. Un peu, soyons. Et grâce à Doudou. Oui, c'est grâce à Doudou qui nous avait fait un moment de poésie hors du temps. C'est vrai. Et grâce à la vieille ferme. Et grâce à la vieille ferme, une récolte 2018, mise en bouteille par le vigneron. Pardon, par la vieille ferme. Bon, voilà. Mais merci en tout cas à ceux qui ont récolté des raisins pour le faire. Donc comment vous envisagez un petit peu la transition, c'était qui a été cramée par la vieille ferme. C'était comment s'envisage un peu les mois à venir là pour le monde de la danse? Anaïs. Bonsoir.
Alors, par rapport par exemple au cours MJC, on a beaucoup de mesures sanitaires à tenir. Ça va être un peu compliqué parce que je voulais leur faire apprendre le voile, sauf que sachant la salle et qu'on est à peu près 10, on groupe 1, même si on est moins, même si on est 5, on se marche un peu dessus. Donc on va dire que c'est juste comment gérer son temps. Après, je sais que là, je commence déjà personnellement à avoir par exemple un événement qui m'a contacté. Mes cours particuliers qui reprennent, mais en fait c'est juste qu'il faut s'adapter aux mesures. On me demande en lieu ouvert, moi ça m'arrange. Faire dans la nature, ça m'arrange. C'est pas trop compliqué, on va dire que ça a du mal à redémarrer, mais que je sens que personnellement ça va redémarrer. C'est comme un peu tout, là il y a les festoches qui vont redémarrer aussi, il y a... Inch'Allah. J'ai cru voir que, j'ai vu passer un truc où ça disait plutôt que c'était en train de faire machine arrière. Mais il y a certains événements qui restent, donc c'est un peu bizarre quand même. J'espère. Après, je sais comme tout, j'imagine qu'il va y avoir des jauges de personnes. Je sais que, par exemple, on en a parlé ce week-end dans l'Écluse, il y a, pour le festival... Merde, comment ça s'appelle ? J'ai un trou de mémoire. Le Michto, le festival Michto. Oui. Voilà, ils allaient ouvrir, mais le nombre de billets va être limité pour que ce soit possible. Donc, il y a aussi des salles aussi qui veulent pas. Par exemple, on avait avec Apolline Marie justement, qui a le Muséon à Nancy. Elle fait un spectacle tous les ans pour l'association Orsep, donc ceux qui sont malades de la sclérose en plaques. Et normalement, on devait en faire en septembre. C'est septembre prochain. Mais après, ça permet de... Je pense que tout le monde relativise, que ce soit les danseurs, que ce soit les chanteurs, que ce soit les illustrateurs, que ce soit tout le monde dans le monde du spectacle et le monde des arts en général. On relativise et moi, personnellement, ça m'a permis de me recentrer sur moi, de me faire des questionnements que je ne me serais pas forcément posés avec tous mes contrats, justement. Ça permet aussi de voir ce qu'on veut vraiment faire. Et personnellement, ça commence à revenir, je sais pas pour vous. Du coup... Comment tu veux répondre le mode rentrer avec les mesures sanitaires Là, le premier truc qui me vient, c'est que la première répétition de danse, on l'a faite avec des masques. C'est vrai ? Donc... C'est très désagréable. Ah ouais. Oui, parce que tu respires pas. Enfin, tu fais du sport, donc puis ton masque il est trempé en 30 minutes. Ouais. Donc, mais ils ont enlevé cette mesure. Alors là, c'était c'était entre nous. Alors, je pense qu'il faut qu'on voit aussi si on choisit de l'enlever ou de le garder, parce que il y en a peut-être qui préfèrent qu'on les tous, mais bref. Non, pour la suite, la danse avec le Covid, je sais pas trop. Autour de moi, je sais que les spectacles sont reportés, donc il y en aura quand même. Après, ça nous empêche pas de danser. Ça nous empêche pas de danser, donc c'est le plus important. Il n'y a pas de blessure physique ni rien. Oui, c'était pareil. C'est un truc que j'avais noté sur lequel. Comment c'était du coup un petit peu le petit programme d'échauffement pour éviter de se... on vient de monter les lumières d'une manière drastique. On danse. On peut quand même danser, même s'il y a du Covid, on danse. C'est vrai. Est-ce que c'est vrai pour toi aussi, Marie ? Oui, de toute façon, mais non, mais ça c'est venu soulever des choses vraiment particulières, difficiles de se projeter dans les mois à venir quand même, réellement. Des choses qui étaient en cours, qui vont avoir lieu, qui ont été effectivement repoussées, donc ça, il n'y a pas de problème. Bon, mais c'est très vaste en fait. C'est en même temps, en fait, ce que je trouve très étrange dans nos pratiques là, mais pas que la danse, pour le coup, tout ce qui est création, tout ce qui est lié à la culture, ça soulève des questions en même temps très intimes. Donc ça, plus ou moins facile d'y répondre, et puis ça prend plus ou moins de temps. Et puis des questions réellement collectives, sur lesquelles on n'est absolument pas décideur. Donc la relation justement au théâtre avec lequel on travaille, le public avec lequel on travaille. Et voilà. Et pour moi, c'est que des points d'interrogation. Pour le moment, il y a zéro réponse. Donc du coup, ça fait comme ça commence à faire quand même quelques mois. Oui. Donc je suis d'accord, les premiers mois j'ai vraiment vécu comme toi le truc de me dire ok c'est super, ça me permet vraiment d'avoir le temps de me recentrer, etc. Mais là c'est quand même plus compliqué et là je sens effectivement quelque chose qui redémarre,
Comme par exemple d'être là ce soir, tout simplement, ou d'avoir assisté à un concert le week-end dernier. Voilà, ça fait vraiment du bien, c'est sûr. Et puis là, tout le monde qui dit oui, mais on repasse en zone rouge, alors on va recommencer. Enfin, je sais pas. On repasse en zone rouge là ? Non. Je sais pas, peut-être, j'en sais rien, mais c'est justement ça, c'est peut-être, et puis voilà. Et non, mais c'est surtout qu'en fait, on peut pas réellement se projeter à moyen terme, en fait. Et ça commence à être un tout petit peu inquiétant, je trouve. Mais par contre, par rapport au fait que de toute façon, on danse, et moi, c'est là où aussi ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la danse appartient à tout le monde, en fait. Voilà, non, mais pour de vrai. C'est pas, oui, c'est une phrase, mais c'est pas qu'une phrase, c'est vraiment... Ouais, mais voilà, mais carrément, c'est pour ça que on parlait de thriller tout à l'heure, mais on peut parler de plein de choses. Donc oui, rien ne nous arrêtera jamais, ni de danser, ni de faire de la poésie, ni d'écrire des livres, ni de faire de la peinture, ni quoi que ce soit. Ça c'est une évidence. Après, d'un point de vue intime, bon, ça regarde chacun. En fait, c'est compliqué. C'est ça. On va arriver donc vraiment sur la fin de l'émission. J'ai envie de faire un dernier petit tour de table avec une petite recommandation de type culturel que vous pourriez avoir à proposer à nos amis auditeurs. Ça peut être une recommandation sur un film, une série, un livre, un spectacle, un concert, un groupe, ce que vous voulez. Quelque chose tout simplement que vous avez eu le temps pendant le confinement de voir, ou vous vous êtes dit c'est génial, j'ai regardé tout ça, ce que vous voulez. Et puis je propose qu'on fasse un tour de table dans l'ordre des aiguilles de la montre. Donc on va commencer par Doudou. Doudou, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller de ce que tu veux? Un truc qui t'a plu, qui t'a chébran Oui. Ah. C'est une BD qui s'appelle Paulina. Ok. Ça te parle peut-être? Oui, ça me dit quelque chose, ouais. Je l'ai lu. Seuls les vrais sachent. J'ai oublié le nom de l'auteur, malheureusement. C'est pas grave, je le mettrai dans les liens. C'est fort urbain, ça. Et ça cause de danse, et ça cause du parcours d'une danseuse. Et je dirais que ça parle de rapport de pédagogie, et dans le temps aussi. Qu'est-ce que c'est qu'être élève de quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'être professeur de quelqu'un, qu'est-ce que c'est que de vouloir faire quelque chose et de voir que la scénographie qu'on a dans sa tête n'existe pas dans le monde réel. Ça parle de l'échec et de la réussite. C'est assez intéressant à lire. C'est en noir et blanc de mémoire. Ouais. Et ça parlera, je pense, beaucoup aux danseuses classiques. Et pour moi qui ne suis pas danseur, j'ai réussi à le lire d'une traite en me disant la vache. Et certaines positions qui ont l'air d'être des croquis vraiment dessinés sur place devant danseuses m'ont fait me dire effectivement, je vois la douleur possible dans le monde de la danse classique et le plaisir aussi. Il y a tous les aspects de la danse sont un peu montrés dans ce bel ouvrage qui s'appelle Paulina. Paulina, ok, donc on regardera ça, puis je mettrai le lien dans la description. Moi, je ne l'ai pas lu, Paulina, mais par contre, l'autre jour, j'étais dans une librairie et je l'ai feuilleté, du coup, mais je ne l'ai pas acheté, et du coup, tu me donnes envie de le lire. Donc, c'est super. Ça, c'est une recommandation qui fonctionne. Parfait. Ouais. Et ben, moi, j'en aurais 12 000, parce que franchement, voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est que depuis tout à l'heure, même avant d'avoir vu Siana danser, je pense à un film que j'ai revu juste après le confinement, qui est passé sur Arte. Okay. Un film d'Abdelafif Kechiche qui s'appelle La graine et le mulet. C'est un film de 2007, je crois, par là. Et j'avais été le voir au cinéma, et ce film se termine par une scène de danse orientale, tu l'as vu? Et c'est absolument magnifique. Je veux dire, il y a 10 000 manières. La danse a toujours été précurseur. On parlait tout à l'heure de vidéos, voilà, Loïc Fuller, etc. Enfin, la danse a toujours été précurseur dans le sens de mixer les arts, justement, les médias. Et je trouve que cette scène de danse dans ce film-là, La graine et le mulet, est absolument incroyable. C'est la transe totale. Il y a aussi le rapport avec la musique, puisqu'il y a des musiciens qui sont en live autour de cette comédienne dont j'ai oublié le nom, mais qui est absolument magnifique, et qui danse et qui part en transe, et ça dure, et c'est énorme, voilà. Donc je retiens cette scène de danse que j'ai revue récemment et que je conseille à tout le monde. Qui est effectivement de 2007, bien joué, bravo, belle mémoire. Je suis en train de regarder la distribution pour redonner le nom de l'actrice. De l'actrice, ah oui. C'était son premier film. Afia Herzi. Ah ouais. C'est ça?
Ouais, je crois. Je crois que ça doit être ça. Parce qu'effectivement, il me semble bien que c'est l'actrice principale. Oui. Ok, donc c'est ça. Afsia Herzi. Effectivement. Très beau film. Très beau. Merci Marie. Sienna, est-ce que tu as quelque chose à nous conseiller? Alors, déjà, faire regarder des documentaires sur la danse à n'importe quel genre, en fait, c'est parce que, je vais parler de ça parce que justement j'ai vu des documentaires sur le fait d'être garçon dans le monde de la danse, et je pense qu'on n'en parle pas assez de cette possibilité à des petits garçons. La preuve, tu vois, c'est que vous êtes 3 danseuses, et j'ai pas eu de... Par exemple, il y a Jonathan Archambault qui est du Ballet National de Lorraine. Jonathan Archambault qui danse magnifiquement bien, au passage. Coucou, Jonathan. Allez checker. Bonsoir, Jonathan Archambault, bonsoir. Et du coup, oui, plus incité, parce que personnellement, il n'y a pas beaucoup de danseurs orientaux, masculins. Il y en a quelques-uns, et d'ailleurs, ils sont souvent plus doués que les femmes. En termes de bassin, je suis admirative. Et justement, faire regarder des documentaires pour que ça soit une activité comme les autres, en fait, parce que du fait de ne pas en voir, j'ai l'impression que c'est une activité qu'on dit non, mais c'est en gros pour les filles encore. Et je trouve ça bête que maintenant ça soit encore le cas, parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de... Enfin, après, c'est dans ma catégorie, j'ai pas forcément vu en classique, mais je pense que c'est à peu près la même chose. Il y a moins de garçons que de filles. Et sinon, en termes d'artistes, après ça c'est personnel, c'est Jamila Salimpour et Rachel Bryce, donc qui sont les précurseurs féminins de... c'est parce que je sais que j'arrive pas à le prononcer ce mot. Précurseur féminin. Moi, je crois que tu t'en es drôlement bien sorti. Et du coup, c'est elles qui ont apporté le tribal fusion, l'ATS et toutes ces fusions et cette modernité dans la danse orientale. Donc, s'il y a des personnes qui veulent voir autre que les danseuses avec les cheveux longs qui font des petits clins d'œil au passage, avec le petit costume tigilili, chimi chimi. Est-ce que tu peux nous faire un bruit des grelots sur les micros? Vous le découvrirez dans la vidéo. Anaïs a un magnifique costume et... et un clin d'œil. Et du coup, oui, on va dire que comme ce sont les précurseurs féminins. En France, pardon. Alors, Rachel Bryce, c'est Californie. Jamila Salimpour aussi. En termes de français, il n'y en a pas beaucoup. Et si je devais donner une référence, après c'est personnel et c'est intime, c'est Apolline Marie. Parce que c'est elle d'ailleurs qui m'a aidé à créer mon propre style, qui est le One Belly Fusions d'ailleurs, que j'ai pas dit au passage. Et c'est la seule, on va dire, avec Delphine Pont aussi, je viens d'avoir en mémoire Delphine Pont qui est pas très loin. Il y en a pas beaucoup en France, c'est pour ça que je parle de celles qui sont en Californie, et c'est vraiment pour voir le déclic de on va arrêter de faire de l'oriental typique et la modernité sur des chansons même de techno. Enfin, le tribal fusion, ça se danse sur du techno, sur du flamenco surtout. Ah bah, je suis curieux d'aller voir ça, tiens. Beats Antique, un très bon groupe de tribal fusion. Et ben voilà. Donc Beats Antique, vous le savez maintenant, il faut aller voir sur YouTube. Ou ailleurs. Enfin, je crois qu'il y a moi, je vois que YouTube. Il y en a peut-être d'autres. Ok. C'est tout cool? Oui. Super, merci. Violette? Moi, ça tombe bien parce que la semaine dernière... non, mais franchement, il y a un truc qu'il faut voir. Ouais. La semaine dernière, je suis tombée sur un petit court-métrage d'animation. J'en profite, vidéo, danse, tac. Non, en vrai, c'est un petit bijou. J'ai repris le nom sous les yeux parce que c'est assez compliqué à prononcer. Orgesticulanismus de Mathieu Labbé. Pareil, je mettrai le lien dans la description. Tu mettras le lien. Ce sera plus facile. C'est un court-métrage donc d'animation sur le mouvement et sur la danse. Et donc ce réalisateur a réalisé ce court-métrage à partir... Enfin, l'idée de base est partie de son père qui est handicapé et qui donc ne peut pas bouger. Et lui étant réalisateur d'animation, il a fait ce petit court-métrage. Et c'est difficile d'en parler parce que ça se regarde. Ouais. Donc je pourrais pas en dire plus que ça. Mais je conseille très grandement de le regarder parce que même en termes d'animation, c'est propre, c'est beau. Et puis en termes de danse, ça explose, Puis bon, l'animation qui danse, c'est quand même rare.
Je sais que... C'est hyper bien, tu le vois tout de suite dans les séries ou dans les trucs d'animation. Complètement. C'est des petits trucs. Là, ça part dans tous les sens, ça explose, et puis ça danse dans tous les sens, et l'animation est propre, elle est fluide, faut voir. C'est beau, quoi. Faut voir. J'ai pas tellement de mots pour en parler. Est-ce que tu peux nous redonner simplement le nom ? Bien sûr. Orgesticulanismus. C'est simplement pour le plaisir de t'entendre le prononcer. Ah pardon. Oh là là. De Mathieu Labbé, sinon. Labbé, L-A-B-A-Y-E. Voilà. C'est à voir. Dans la description. Est-ce que Tom, toi, tu aurais une recommandation aussi que tu voudrais nous faire dans le micro de Doudou ? Alors oui, c'est un petit peu vieux, c'est pas récent, mais moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps. C'est en bande dessinée aussi. Je vous conseille le travail de Greg Thompson, un Américain qui a voyagé à Paris, qui a fait 2 tomes. Le premier s'appelle Blanquette, le deuxième s'appelle Habibi. Et les deux sont magnifiques. Ce sont de très gros pavés. Il faut avoir un peu de temps. Ils sont magnifiques, oui. Les dessins sont magnifiques, les histoires sont magnifiques. Et si on pleure pas à la fin, c'est qu'on n'a pas de cœur. C'est qu'on n'a pas de cœur. Merci beaucoup. Alors, un dernier rapide tour de table pour finir ça. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Doudou ? Je sais que tu es en concert. On peut en parler peut-être très rapidement au concert de la colline, mais c'est des concerts privés, donc c'est très particulier. Avec Peignoir Tapis, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ok, donc on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut éventuellement voir ce que tu potentiellement fais pour l'instant ? Sur Instagram, je sais ? Oui, le 20 septembre, il y aura une des premières reprises du projet Marmelade de Bœuf. Ok. Qui est un des albums de Peignoir Tapis, et ça sera un morceau qui s'appelle Children. D'accord. Voilà, qui sera sur les internets en général, et peut-être que j'irai le jouer dans les rues de Nancy pour mon plaisir particulier. Ah, que c'est beau, parce que c'est ça, la musique, c'est ça l'art, c'est ça l'amour, c'est le partage, et de pouvoir offrir à tous ceux qui n'ont pas forcément les capacités de se rendre dans des salles de spectacle, dans des salles de concert, ou qui n'en ont pas forcément les moyens, parce que des fois ça coûte cher, et que la culture n'est pas accessible à tous, malgré ce qu'on aimerait pouvoir croire, et de pouvoir avoir un droit à un beau spectacle musical, offert par des gens passionnés, qui le font avec le cœur. Big up. Marie, on peut te retrouver où ? Alors la semaine prochaine à Bordeaux, venez tous. C'est vrai ? Oui. Ah, c'est génial. Le 18 septembre à Bordeaux, je fais un duo qui s'appelle Black Drop avec mon ami Hugo Roussel qui fait de la guitare. Est-ce que Hugo Roussel a 3 maisons ? Ouais, pas mal. Je ne crois pas. Sincèrement. Et sinon, à Nancy, le 12 novembre, à la salle Poirel, le solo dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle 131. Ok. Voilà. Et le 14 novembre, à Reims, à la scène nationale de Reims, le même spectacle. Et au mois de janvier. Mais bon, on s'arrête là, peut-être. Oui, arrêtons là. Belle actualité. Merci. Siana, où est-ce qu'on peut te retrouver Alors, du coup... Siana One Belly Fusions sur Instagram. Je poste souvent des petites chorés, même matinales, quand je me réveille et que j'ai déjà eu mon café du matin, je précise. Sinon, il y a les cours MJC qui commencent à reprendre le 14 septembre. Okay. Sinon, il y a mes cours particuliers. Il y a l'Oasis Idyllique, l'événement, justement, que je parlais. Je ne sais plus exactement c'est quand, mais si vous tapez Oasis Idyllique sur Facebook, vous trouvez. Oasis Idyllique, on mettra le lien dans la Et des petites surprises que vous verrez sur mon Instagram très bientôt. Sur Insta. Excellent. Merci. Et moi, par rapport à mon activité, sur Internet, arscopia.fr. Et puis sinon, par rapport à la danse, il y a la compagnie dans laquelle je suis. On danse le 3 octobre à la Filoche, notre dernier spectacle. C'est où la Filoche ? C'est à Chaligny, si je ne me trompe pas, à 1 heure d'ici. Pareil, le lien dans la description. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu ce soir. Merci. Et vous allez pouvoir retrouver tout ça donc très prochainement. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous propose qu'on se quitte sur un morceau d'Eddie Lagouillac, artiste nancéen formidable, sur un morceau qui s'appelle Rise Up, Shepherd and Follow. Et puis voilà, c'était très cool. Est-ce qu'on a passé un bon moment ? Oui. Un très bon moment. Merci, Paul. Salut. Ah de rien. C'était très fort. Allez, bisous. Stars on an instant Christmas
lose your flow, you forget your hurt. Rise up, shepherd, and follow. Follow, follow. Rise up, shepherd, and follow. Follow the stars of Bethlehem. Rise up, shepherd, and follow. Rise up, shepherd, and follow. Rise up, shepherd, and follow. Stars on a eastern Christmas morn. Rise up, shepherd, and follow. It will lead to the place where the Savior's born. Rise up, shepherd, and follow.